Bonjour à tous, je suis Patrick Oliva, je suis l'instigateur du projet Orbimob et nous démarrons ce matin la première des conférences de la semaine événementielle que nous menons, là, du 11 au 16, du 16 octobre. Vous savez que nous allons couvrir le domaine des mobilités. Patrick, Pardon, Patrick, ton micro est désactivé. Bon, activé. Est-ce que c'est bien? Oui. Là, vous m'entendez? Oui, Alors, oui. tout ce que j'ai dit avant ne marchait pas. Pardon, je n'avais pas vu. Eh bien, on redémarre. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Je suis Patrick Oliva et je suis l'instigateur du projet Orbimob. Nous démarrons ce matin la première des conférences de notre cycle de la journée, prélude à l'ouverture officielle qui aura lieu à 18h ce soir à la métropole Clermont-Auvergne. Je rappelle que l'objectif d'Orbimob, c'est de créer une dynamique territoriale au sein des 4 départements de l'Auvergne et de faire en sorte qu'en 5 ans, on s'est donné l'horizon 2026-2027, ce territoire puisse être reconnu pour le volontarisme avec lequel il a engagé la transformation des mobilités. Voilà, tous azimuts. Alors ce matin, nous allons démarrer par un thème extrêmement important dans cette transformation des mobilités, qui est celui de l'électrification. Et nous ne pouvions pas avoir un meilleur intervenant que Rémi Bastien, qui a passé plusieurs années dans le groupe Renault-Nissan, qui était directeur de la recherche, qui depuis quelques jours seulement s'est mis en retrait de Renault pour partir dans une retraite active, et qui donc était jusque-là le directeur de la prospective du groupe Renault. Et il est en même temps toujours et il va nous l'expliquer, le président du pôle de compétitivité Nextmove, et il est également le délégué général de Fisita. Voilà, donc Rémi a une expérience énorme. Il a également une connaissance extrêmement fine de toutes les problématiques de l'électrification. Et je vais donc lui laisser la parole en le remerciant à nouveau d'avoir accepté d'être notre premier intervenant. Rémi, c'est à toi. Merci Patrick pour cette introduction. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais donc vous parler des perspectives du véhicule électrique, mais avant de rentrer directement sur le véhicule électrique, je voudrais partager avec vous les éléments de contexte de l'industrie automobile et en quoi le véhicule électrique se place dans cette perspective. Alors là, la première chose... j'ai un souci, puisque je n'arrive pas à passer à la planche suivante. Bon, comment se fait-il? Ça, c'est original. Bon, écoutez, je vais sortir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, bon. Quand je suis dans Zoom, je n'arrive pas à activer le... Vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Eh oui, mais par contre, dès que je suis dans Zoom, je ne peux plus passer mes planches. Aïe. Ah, là, on les voit. Oui, d'accord, mais il faut cliquer. Je ne saurais pas le faire. Alors, ce que je vais faire, je vais réduire ça. Bon, c'est moins bien, mais je suis vraiment désolé. Si vous préférez, il y a aussi la possibilité que je partage votre support, si c'est plus... Ben, oui, normalement, en principe, ça marche toujours quand on fait ça, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Ah si, c'est bon, voilà. Bien. Parfait. Écoutez, c'est bien de marcher. Oui, donc l'industrie automobile, son business, et je pense que ça s'applique d'ailleurs au reste de l'économie, à 2 facteurs limitants. Alors, j'ai mis l'énergie, mais on pourrait mettre les différentes ressources minérales. Nous sommes sur une planète qui est finie et la croissance continue
en prenant dans les ressources, rencontrera des problèmes. Et puis, il y a bien entendu le climat. Je vous ai mis une planche qui vient du GIEC de 2015. On en verra une tout à l'heure qui a été mise à jour. Donc, on sait aussi que c'est un limitant. Alors maintenant, si on regarde le CO2, l'automobile est très souvent placée comme finalement le mouton noir. En réalité, toutes les activités humaines contribuent aux émissions de gaz à effet de serre et donc au CO2 d'origine humaine. Mais bien entendu, l'automobile en fait partie. Alors, si on regarde au niveau monde, la voiture particulière et le véhicule utilitaire léger, c'est 6% de la contribution au gaz à effet de serre d'origine d'origine humaine. Et en Europe, puisque l'automobile est plus diffusée, c'est 10. Donc, ça ne représente pas la totalité du CO2, loin de là, mais ça représente une part suffisante pour qu'on s'en occupe, évidemment. Alors, l'autre point qui est très important, et là, ça c'est la dernière planche du GIEC de ce mois de juillet. On a souvent parlé des 1,5 degré. Les 1,5 degré, maintenant, malheureusement, on est en balistique. On ne pourra pas empêcher d'atteindre les 1,5 degré. Et si on veut rester en deçà des 2 degrés, qui est un objectif. Pardon. Oui, vous ne voyez plus ma planche, c'est ça? Si, c'est très bien. C'est bon? D'accord. Donc, si on veut rester en deçà des 2 degrés, il ne nous reste plus qu'un tiers de ce qui a été émis depuis 1850 de CO2 à émettre. Je dis bien un tiers. Donc, en fait, on a une sorte de budget d'émission de CO2. Vous voyez ici sur ce trait. Pour rester en deçà des 2 degrés, il ne faudra pas dépasser ces 3200 milliards de tonnes de CO2, sachant que quand on se place aujourd'hui, on en a déjà émis 2400 milliards. Il faut bien se rendre compte que maintenant, on est 8 milliards d'habitants. Il ne reste qu'un tiers de ce qu'on a consommé lorsqu'on n'était que 2 milliards. Donc, ça montre l'ampleur de l'effort qu'il faut faire. Alors, il y a un Japonais qui s'appelle Kaya qui a fait une décomposition du CO2 en différents facteurs par rapport à chaque habitant de la planète. Et nous en avons fait une traduction dans le monde de la mobilité. Et donc, en fait, vous avez le CO2 peut se décomposer d'abord en part carbonée fossile de l'énergie utilisée. Donc ça, on va y revenir après, le véhicule électrique, par exemple. L'efficacité de conversion de l'énergie. Si vous avez un Hummer ou un F-150 par rapport à une Zoé ou une Yaris, ce n'est pas la même résistance à l'avancement. Ensuite, en termes de mobilité, on peut mutualiser le transport ou faire de l'autosolisme. Et puis, enfin, on peut faire plus de kilomètres ou moins, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui en visioconférence. Vous n'avez pas eu à vous déplacer pour écouter mon intervention. Et alors, le tableau qui est en dessous, je pense, vous montre l'importance de jouer sur chacun des facteurs. Je ne vais pas le lire en détail, mais retenez ce qui est surligné en jaune. Si on agit tout de suite sur chacun des 4 leviers, en faisant un progrès de 2% par an, on peut rester dans le budget que j'ai évoqué. À l'inverse, si on attend 20 ans avant de commencer et en agissant sur un seul levier, il faudrait faire un progrès de 25% par an. Donc, ça montre l'importance de jouer sur l'ensemble des leviers et de commencer très vite. Alors, il y a une mesure qui est très utilisée en Europe qui s'appelle le CAFE pour Corporate Average Fuel Economy. C'est comme ça que s'exerce la réglementation sur les constructeurs automobiles. Et je vais vous montrer que c'est un peu insuffisant. Donc aujourd'hui, si on revient sur les émissions du transport routier, c'est les chiffres de 2017, ça faisait 127 millions de tonnes par an, avec 600 milliards de kilomètres parcourus. L'automobile particulière, c'est 80 dans les 127. Alors si on regarde maintenant, il y a 2 axes. Donc en X, la circulation annuelle, et puis en Y,
les émissions unitaires. Alors, on place le point de 2017, mais donc, si on veut atteindre l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, vous voyez qu'il va falloir passer de cette situation à celle en vert tout en bas. Et malheureusement, si on regarde ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, eh bien, l'ensemble des progrès qui ont été faits sur la consommation unitaire des véhicules a été entièrement absorbé par une augmentation de la circulation. Donc, alors si on prend l'axe des Y, on voit bien qu'il faut plutôt privilégier l'allègement, l'éco-conduite, l'électrification, voire baisser les vitesses. Dans l'autre sens, à chaque fois qu'on met des plus grosses voitures, quand on entend parler de taxi volant, on va dans le mauvais sens. Et puis, dans l'axe des X, puisqu'il va falloir jouer sur les deux axes, on voit bien qu'il va falloir accroître tout ce qui est usage des transports en commun, du covoiturage, du télétravail, à l'inverse de ce qui pourrait aller dans l'autre sens, l'autosolisme. Le robot-taxi n'est pas une solution qui est favorable au CO2 puisqu'on va transporter un seul client. Je ne fais pas tout le détail. Alors, d'où l'importance de combiner à la fois des comportements et des technologies. Alors là aussi, j'ai surligné en jaune les comportements et en vert les technologies. Donc, les technologies, elles vont être principalement sur le premier terme, puisque c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire appel à moins d'énergie fossile. Donc, d'abord des énergies décarbonées, et puis des véhicules capables de les utiliser. On va y revenir tout à l'heure sur le véhicule électrique, voire les piles à combustible, par exemple. Ensuite, sur le deuxième terme, alors je l'ai mis en rouge, ce n'est pas le chiffon rouge que j'ai voulu mettre, mais c'est important que vous ayez les ordres de grandeur. Si on passait la limitation de vitesse sur autoroute de 130 km/h à 110 km/h, donc à iso-parc, iso-infrastructure, iso-conducteur, on aurait immédiatement un gain de 9% de CO2 de la circulation automobile, ce qui est considérable. Pourquoi? Parce que la résistance à l'avancement, donc la puissance pour animer la voiture, dans ces vitesses-là, est fonction du cube de la vitesse. Donc, quand on passe de 130 à 110, on gagne 40% de consommation. Et comme tout le monde ne roule pas sur autoroute tous les jours, ça se traduit à la fin par 9% de CO2. Donc, et sur les autres thèmes, on retrouve le covoiturage et le télétravail, par exemple. Donc, il va falloir penser à combiner l'ensemble de ces actions si on veut rentrer dans le fameux budget que j'ai évoqué. Alors, on va passer maintenant à quelle est, pour la voiture particulière, l'évolution de la mobilité. Donc, beaucoup d'acteurs pensent qu'on va aller de plus en plus vers la mobilité à la demande, en fait, quitter la possession pour chaque citoyen d'une voiture vers un usage quand c'est approprié. Et alors, les trois piliers qui sont souvent évoqués dans cette nouvel horizon, on va faire un zoom sur la traction électrique. Et on évoque très souvent la délégation de conduite et la connectivité, et puis la mobilité partagée et l'énergie partagée. Donc, je vais maintenant développer plutôt sur le véhicule électrique. Alors, au niveau réglementaire, j'ai parlé du CAFE, donc le Corporate Average Fuel Economy, qui est la moyenne pondérée des émissions de CO2 par le parc, enfin, les ventes de véhicules. Et vous voyez sur cette planche que toutes les régions du monde, Chine et États-Unis inclus, sont engagées dans une tendance pour mettre la pression sur ce café. Alors, l'Europe étant plutôt en pointe. Et puis, il y a eu aussi des incitations, mais qui commencent à s'épuiser. Donc, pour favoriser le véhicule électrique, notamment en Chine, il y avait la notion de supercrédit. De 2016 à 2020, chaque véhicule électrique comptait comme 5 véhicules. En Europe, la règle a été 2. Et donc, vous voyez qu'elle va s'estomper d'ici 2025, le but étant de finalement engager la dynamique. Une autre dimension qui est de plus en plus importante, c'est la qualité de l'air, qui devient une priorité dans les mégapoles. Là aussi, on parle très souvent de la Chine. Pour ceux qui ont pu s'y rendre, il y a des tas de journées dans Pékin où il est impossible de sortir, on reste dans les bâtiments.
Donc ça, c'est aussi une dimension qui monte beaucoup en puissance et qui fait que l'électrification est une bonne solution pour traiter ces deux types de problèmes. Alors, pourquoi elle est incontournable? Cette planche est un petit peu chargée. Je vous prie de m'en excuser, mais vous allez voir, ça va vous faire comprendre. Donc, l'axe des X, on a exprimé les émissions de CO2 en grammes par kilomètre. Et puis, sur l'axe des Y, on a exprimé l'énergie nécessaire pour animer une voiture et donc fonction de son type de segment. Donc, on comprend très bien qu'une amie Citroën demande moins d'énergie pour se déplacer qu'un Hummer ou qu'un gros 4x4. Et alors, sur cette planche, ce que l'on voit, c'est que vous avez donc les émissions en X, la résistance à l'avancement, et puis toutes ces diagonales, eh bien, c'est fonction des rendements de la chaîne de traction. Alors, on voit déjà que pour 2030, la Commission demande à ce qu'on descende à moins de 50 grammes par kilomètre. Alors, on voit déjà que si vous prenez une petite voiture, hein, le B-segment, c'est la Clio ou la 208, eh bien, aucune des versions, que ce soit diesel ou essence, n'est capable de l'atteindre. Si on fait de l'hybridation en diesel, on n'y est même pas. Et il faut passer à l'hybride rechargeable pour avoir une chance d'atteindre ce chiffre. Alors ensuite, si vous déclinez vers le haut, là aussi, on voit qu'il faut impérativement passer au moins à l'hybride rechargeable. Évidemment, le véhicule électrique lui permet d'aller encore plus loin. Le niveau de CO2 qui est marqué ici correspond à une production électrique de l'Euromix, sachant, on va le voir après, que le monde de l'énergie, lui aussi, a sa pression pour se décarboner. Et donc, ce qui va faire qu'avec un véhicule électrique, on va pouvoir continuer à descendre les émissions de CO2. Donc, ça me paraissait important que vous ayez ça en tête, c'est que pour des voitures de segment moyen, eh bien, le thermique ne peut pas atteindre le niveau de CO2 voulu. L'hybridation rechargeable permet de faire un bon pas de progrès, mais trouvera sa limite aussi. Alors, par ailleurs, le véhicule électrique, il est déjà de plus en plus choisi par les clients. Alors, vous avez sur cette partie-là la croissance des ventes mondiales. Donc, on a dépassé maintenant, en vente, hein, en 2021, on dépasse les 5 millions de ventes véhicules électriques avec une belle croissance. En Europe, alors ça, étant de Renault assez content de ça, la Zoé l'an dernier avait fait une progression de 100%. Pardon, décalage. Donc 99 000 ventes et donc 120% de progrès. Et on a souvent dit que la voiture électrique, elle s'imposait quand même pas bien vite. J'ai repris ceci, c'était assez intéressant. La Prius, qui a été la première voiture hybride vendue en Europe, ça, c'est ses progrès sur les premiers mois. Il se trouve que la Zoé, quand elle était mise en vente, elle a fait une progression plus rapide. Et pourquoi c'est de plus en plus choisi par les clients? Parce que ça présente quand même pas mal d'avantages. Donc, performance dynamique, j'ai mis une Tesla. Pour beaucoup de gens, la voiture électrique s'était assimilée aux cartes de golf. Il se trouve que ce sont des voitures qui ont d'excellentes accélérations, de très bonnes reprises, donc très agréables en dynamique, très silencieuses. Alors, on verra tout à l'heure, le coût d'achat est plus élevé. Par contre, le coût d'usage est beaucoup plus bas. Et puis, la recharge peut être un obstacle, mais ça peut être aussi un atout, puisque les gens qui vivent à la campagne ont très souvent une maison et donc auront la station-service à domicile. Et dans les entreprises, c'est aussi une façon de respecter la RSE en offrant donc des bandes de recharge pour leurs salariés. Alors, ça, c'est une enquête qui a été faite par Ipsos pour l'association AVER auprès de 3650 propriétaires de véhicules électriques. Ça date de l'an dernier. Alors, il y avait 10% d'hybrides rechargeables. Ce que vous voyez sur cette planche, c'est qu'il y avait donc 7 personnes sur 10 très satisfaites
mais 96% satisfaits. Donc, les gens qui ont fait la démarche d'acheter une voiture ne reviendront plus au thermique. Et si on regarde plus en détail, bon, la première chose, c'est qu'ils ont été très agréablement surpris par les caractéristiques du véhicule, donc ce que je viens d'évoquer, le silence, l'agrément de conduite. Je ne fais pas tout le détail. L'autonomie, 70% considèrent que l'autonomie des véhicules électriques qu'ils ont achetés couvre bien leurs besoins. Il y en a 19% qui sont plutôt pas d'accord et seulement une dizaine de pourcents qui sont effectivement pas du tout d'accord. Alors maintenant, en termes économiques, le véhicule électrique il requiert de nouveaux modèles économiques. Alors, celui que Renault avait adopté au lancement des véhicules électriques avait été de dire l'achat de la voiture va être beaucoup plus cher à cause du prix de la batterie. Et donc, le modèle qui avait été proposé, c'était de vendre la voiture sans la batterie, donc de louer la batterie. Alors on bénéficiait d'un bonus du gouvernement pour amorcer la courbe d'apprentissage, qui faisait que le coût d'achat entre thermique et électrique était voisin. Et ensuite, le coût d'usage, bien finalement, il y avait la location de la batterie, le coût de l'électricité qui est beaucoup plus bas que le coût du carburant. Et en fait, pour un client, le point neutre, au-dessus de 12 000 km, le coût de possession était équivalent entre thermique et électrique. Et il y a eu un travail qui a été fait par Briscard, qui a comparé la Zoé et la Clio, et donc ça c'est en 2016, donc quelques années après, et qui considère que sur 5 ans, la Zoé fait économiser 800 € par rapport à son équivalent thermique. Et il faudra penser à d'autres modèles économiques, puisque la voiture électrique peut participer au monde de l'énergie, des électriciens, par le smart charging, par exemple, ou par la suite par donc le microgrid. La voiture électrique peut aussi être un acteur de stockage d'énergie et donc on pourrait avoir aussi un avantage pour les consommateurs. Justement, donc, nos collègues de l'industrie de l'énergie font face aussi à une mutation forte et le véhicule électrique peut y contribuer. Bon, je ne vous détaille pas les planches, mais la COP21 avait milité pour une croissance des renouvelables. Alors, les renouvelables, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont une production d'électricité intermittente. Donc là, vous les avez ici. Donc, par rapport aux besoins d'électricité des citoyens et des entreprises, il faut pouvoir produire l'électricité quand on en a besoin et non pas simplement quand il fait soleil ou quand il y a du vent. Et donc, le véhicule électrique peut, puisqu'il est arrêté aujourd'hui autour de 90% du temps, être un élément de stockage et donc participer à redonner donc cette capacité renouvelable de fournir l'énergie quand elle est appelée. Alors, pour la suite, il y aura 3 ruptures qui sont nécessaires pour atteindre un marché de masse pour le véhicule électrique. La première rupture, c'est supprimer donc le gap économique entre véhicules électriques et véhicules ICE pour Internal Combustion Engine, donc pour véhicules thermiques. Le deuxième axe, c'est qu'il n'y ait pas de limitation de rayon d'action. On parle beaucoup d'autonomie, mais ce qui compte pour un client, c'est que la voiture ne limite pas son rayon d'action, que ce soit la personne elle-même qui, elle, décide de s'arrêter ou de passer la nuit, par exemple. Mais aujourd'hui, le véhicule électrique reste à un rayon d'action limité, même si les autonomies augmentent. Et puis le troisième, finalement, c'est ce que j'ai évoqué juste avant, c'est la connexion du véhicule électrique au réseau. Donc d'abord microgrid et smart grid ensuite. Alors pour réduire l'écart de coût, on joue sur 3 axes principaux. Les batteries ont beaucoup progressé, puisque si on reprend la Zoé, par exemple, elle est née avec une batterie 22 kWh. Aujourd'hui, elle a une batterie 52 kWh et le prix de la batterie est le même. Donc, vous voyez qu'on a fait un gain déjà d'un facteur 2,5 à peu près. Et ça va se poursuivre. Les groupes motopropulseurs électriques progressent aussi, moteur électrique, électronique de puissance. Et puis, sur le management de l'énergie, là aussi très important,
pour assurer le chauffage, la climatisation dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est les 3 axes principaux. Pour augmenter le rayon d'action, la planche donne un panorama assez complet. Je n'ai pas mis les kilomètres. Vous voyez qu'on peut envisager pas mal de choses, d'abord sur les fondamentaux. Hein. Donc, il faut qu'il y ait assez d'infrastructures pour se recharger. Les batteries vont continuer à progresser. Hein. La densité continue à augmenter. La recharge rapide est également quelque chose qui est de plus en plus disponible. Il faut poursuivre les actions pour réduire la résistance à l'avancement, donc réduire la consommation. Et après, je vous ai mis 3 options qui peuvent paraître un peu plus, je dirais, en rupture. Donc, une que j'aime bien, qui est tout en haut, là, c'est une start-up de Jean-Baptiste Ségard qui s'appelle Epitender et qui dit plutôt que d'embarquer une énorme quantité de batterie à bord pour s'en servir que 5 ou 10 fois par an, eh bien, on peut envisager une petite remorque qui viendrait se mettre lorsqu'on va faire une grande distance, par exemple au péage de départ et qu'on rend à l'arrivée, mais avec une voiture qui n'aurait qu'une autonomie de 250-300 km, qui suffit pour les usages, je dirais, quotidiens, mais qui permet de prolonger. La recharge dynamique, ça c'est à VDCOM, l'institut que j'ai présidé il y a quelques années, où on a pu montrer qu'on peut faire circuler une voiture avec une recharge donc par induction dynamique à plus de 100 km/h. Donc, c'est possible. Et puis, bien entendu, l'hydrogène avec les piles à combustible, qui est aussi une voie possible. Donc, voilà. Et le 3e point que j'évoquais, c'est le partage de l'énergie qui va augmenter la valeur du véhicule électrique. Donc, les bâtiments neutres en énergie peuvent s'appuyer sur cet élément de stockage disponible, le smart grid aussi. Et puis, un point qui est en train de monter en puissance, la durée de vie d'une batterie peut être plus longue que celle d'une voiture. Et dans ce cas-là, on regarde comment lui faire prendre une 2e vie en stockage stationnaire. On a également des clients dans le fluvial, puisque là, dans ce cas-là, la densité d'énergie est un petit peu moins importante. Donc, une batterie qui n'assure plus l'autonomie contractuelle de la voiture n'est pas morte, mais peut servir pour d'autres applications. Et donc, la charge réversible, dans les 2 sens, là aussi, je ne vais pas commenter en détail la planche, mais on a des systèmes qui permettent de charger la voiture à la fois en courant alternatif ou en courant continu, mais aussi renvoyer du courant alternatif ou du courant continu. Donc, on a la possibilité de s'intégrer dans tous les types de réseaux. Alors, l'hydrogène, je crois qu'un de mes collègues va en parler tout à l'heure. Je pense qu'il faut vous ayez en tête que ça va quand même rester un marché de niche pour l'automobile. Ça, c'est une planche qui me vient de Florence Lambert, qui dirige Genvia, qui est la jeune venture qui s'est créée récemment entre Schlumberger et le CEA, qui montre que le champ d'usage des batteries est vraiment fait sur des quantités de stockage qui peuvent aller jusqu'à 10 MWh et sur des durées qui sont alors courtes ici, plutôt une journée. En fait, ça peut durer plus longtemps que ça. Et l'hydrogène, lui, par contre, est beaucoup plus adapté sur des durées de stockage longues et des très fortes quantités. Et ça, c'est une planche aussi qui me vient d'un institut qui développe l'hydrogène. Et ça, je veux m'arrêter 2 minutes dessus. En fait, la chaîne des rendements que vous avez ici montre que pour produire de l'hydrogène par électrolyse, il y a un rendement de 70%. Ensuite, il faut le comprimer, un rendement de 90%. Donc, on perd encore 10%. Et la pile à combustible, la physique fait qu'elle a un rendement de 50%. Donc, en fait, à partir de la source électrique, vous avez un rendement que de 30%. Maintenant, si vous le faites avec des batteries lithium-ion, vous voyez que le rendement est bien meilleur, on est de l'ordre de 90%. Donc, il faut que vous ayez en tête que l'usage de l'hydrogène comme vecteur de stockage occasionne un rendement 3 fois plus faible qu'avec les batteries. Dit autrement, si on prend des renouvelables, il faut 3 fois plus d'éoliennes ou 3 fois plus de panneaux solaires pour produire l'énergie souhaitée. Donc, une limitation importante.
Et ça, c'est une planche qui nous vient de Toyota qui montre qu'ils considèrent que le véhicule électrique avait une zone limitée mais qui va s'étendre. Ils regardent l'emploi du véhicule, donc pile à combustible, dans leur planche mais qui date déjà de 2 ans. Ils considéraient que les premiers emplois vont être quand même sur les véhicules lourds. Et chez Renault, on a considéré que la niche d'application la plus adaptée serait probablement les fourgons de livraison pour lesquels aujourd'hui il faudrait des batteries trop grosses. Donc l'hydrogène en range extender, donc peut-être une formule qui peut être utilisée pour ce type de mobilité. Alors ceci dit, le véhicule électrique n'est pas parfait. On ne peut pas dire qu'il est zéro émission puisqu'il faut prendre en compte tout l'ensemble du cycle de vie. Ça, c'est une planche qui a été faite dans le cadre de la PFA. Alors, il y a beaucoup d'informations, je ne vais pas toutes vous les lire. Donc ça, alors en bleu, c'est la partie production initiale. En orange, c'est la production de batterie quand il y en a une. Et ensuite, c'est les émissions lors de l'usage. Et puis, Deloitte a fait une étude, mais qui donne qu'on n'a que le global. Alors, ce que vous voyez, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, un véhicule thermique est au global entre 120 et 150 grammes par kilomètre. Avec du gaz naturel, c'est un peu mieux. Si on prend du biogaz, là, ce coup-ci, c'est beaucoup mieux. Le véhicule électrique lui-même, alors ici, on a pris une production électrique Euromix, donc européen. Si on prend une production française, donc ça, c'est la partie qui est en jaune, on est beaucoup plus bas, donc on est largement en deçà des 50 grammes par kilowattheure. Et alors, la pile à combustible ou de l'hydrogène va dépendre, est-ce qu'on le fait en électrolyse ou est-ce qu'on le fait à partir du méthane, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si vous prenez avec un renouvelable électrique, électrolyse, pardon, on peut avoir quelque chose qui se situera donc au-dessus du véhicule 100% électrique, mais la voiture électrique à batterie restera quand même devant. Alors, deuxième élément qu'il faut aussi avoir en compte, c'est que le véhicule électrique ouvre la porte aux nouveaux entrants. Regardez, les Tesla est 100% électrique, mais Apple annonce aussi une voiture. Les Chinois nouveaux sont tous électriques. Donc, finalement, ils n'ont pas à avoir toute une ingénierie, une industrie qui, finalement, s'intègre dans les normes de dépollution sévères, tandis que les conducteurs traditionnels, eux, doivent continuer à avoir dans leur gamme des véhicules thermiques et développer des véhicules électriques. Donc ça, c'est aussi une certaine menace pour l'industrie automobile. Et donc, en conclusion, parce que je vois que c'était un petit peu long, donc ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le véhicule électrique est incontournable pour la contrainte CO2, mais il faudra aussi travailler sur les usages des véhicules. Si on ne joue que sur cet axe-là, on ne respectera pas la contrainte CO2, donc il faut agir à la fois sur l'usage des véhicules et puis sur leur performance CO2. Si on veut répondre aux attentes des clients jusqu'au bout, il faut qu'on complète l'exercice avec 3 ruptures, un coût compétitif, pas de limitation de rayon d'action, et puis une intégration dans le système d'énergie. Il faudra vraiment prendre en compte le cycle de vie complet. Dit autrement, la course à la taille des batteries est une impasse. Donc, il faut vraiment trouver un moyen de limiter la taille des batteries. Et puis enfin, le véhicule électrique ouvre la porte aux nouveaux entrants et donc notre industrie doit s'y préparer. Voilà, j'ai été un petit peu long. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Rémi. Tu n'as pas été trop long parce qu'on a vu toutes tes paroles. Il y a énormément de choses dans cette présentation. Donc moi j'ai plein de questions, mais je vais d'abord peut-être laisser la parole à nos auditeurs là. Shaima, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Si c'est non, c'est pas grave, et auquel cas on pourra s'adresser directement aux personnes. Non, aucune question sur le chat pour l'instant. Est-ce que l'un des auditeurs veut poser une question?
Sinon, je peux aborder la chose, puisque, Rémi, tu viens de dire qu'effectivement, la course à la taille des batteries est une impasse et qu'il faut absolument essayer de limiter la taille des batteries. Quels sont technologiquement les moyens les plus évidents pour toi pour réussir ce combat? Alors, la première chose, c'est aussi, donc ça va rejoindre l'offre automobile. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les SUV sont très à la mode. Bon, je pense qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre que les clients soient encouragés à prendre des véhicules qui offrent moins de résistance à l'avancement. Après, bon, les batteries elles-mêmes vont aussi continuer à progresser dans leur densité d'énergie, donc ça fera une partie du chemin. Oui. Et puis, il y a les batteries solid state, par exemple, qui est la prochaine étape, vont avoir une caractéristique intéressante, c'est qu'elles vont également encaisser un petit peu mieux les recharges rapides. Donc ça peut être une façon de garder une batterie de l'ordre de 50 ou 60 kWh, mais qu'on puisse recharger, comme je l'ai montré tout à l'heure, en une quinzaine de minutes, auquel cas, bon, les règles de sécurité routière encouragent à faire un arrêt toutes les 2 heures. Donc, si on combine ces deux choses, ça peut le faire. Je trouve, là, ce que j'ai montré, la ePitender est une solution qui peut paraître un petit peu iconoclaste, mais qui est quand même intéressante parce qu'en fait, quand on regarde les statistiques, les citoyens ne font de grandes distances que 5 à 10 fois par an. Bien sûr. Donc bien finalement, sûr. si on leur offre une solution de ce type-là, à condition que ce soit pratique, ceux qui ont déjà vu l'objet, c'est intéressant, on n'a pas à faire toute une manœuvre pour se brancher dessus, l'objet vient se mettre à l'arrière de la voiture tout seul. Bon, et ça, alors quand il ne roule pas, c'est un élément de stockage qui, lui, peut être utilisé pour les renouvelables. Donc, c'est une formule qui peut exister. Alors, pour les grands rouleurs, la pile à combustible peut être aussi évidemment un axe, mais je pense qu'il restera quand même limité par les surcoûts que ça représente et la densité de réseau aussi qui n'est pas très grande. J'ai une deuxième question sur le coût des véhicules électriques, puisque aujourd'hui, c'est quand même un élément limitant et on comprend tout à fait qu'étant en début de transition, les véhicules soient plus chers. On n'a pas encore atteint les seuils de passage à l'échelle qui sont nécessaires. Positionnons-nous dans quelques années, à un moment donné où la production est plus importante. Est-ce que tu peux nous redire globalement quel est le comparatif dans la chaîne de coût de revient de ces véhicules? J'ai souvent l'habitude de dire qu'un véhicule électrique devrait être intrinsèquement moins cher dans sa fabrication que le véhicule classique. Est-ce que tu peux commenter, infirmer, confirmer et argumenter? Il y a un élément qui, lui, par contre, est une variable qui a un impact important, c'est la taille de la batterie. Donc, si on reste, comme je disais tout à l'heure, dans une taille de batterie de 50 kWh, voilà, ce qui me paraît très raisonnable. Avec la courbe d'apprentissage sur les moteurs électriques, sur l'électronique de puissance, donc les onduleurs, etc., dans la mesure où on passe les normes de dépollution, aujourd'hui on est Euro 7, Euro 7, une voiture électrique passera au Euro 55. Donc on n'a plus d'impact sur le système de dépollution. Bon, la prochaine, alors c'est Luca De Meo qui a pris cet engagement. Le successeur de la Zoé fera moins de 20 000 euros. D'accord. Batterie incluse. Je pense que Tesla, qui est en train de faire sa prochaine version là, de gamme, qui descend en gamme, va faire aussi des voitures qui vont être compétitives en prix par rapport à la voiture thermique. Alors ensuite, je parle justement la taille de la batterie. On peut avoir des constructeurs qui feront des offres. Quelqu'un qui se contente d'une autonomie qui est
mettons, limité à 300 km, par exemple, Oui. ou celui qui en voudrait 500. Dans ce cas-là, on peut lui offrir une version avec une batterie plus grosse, et là, le prix sera supérieur. Il faut bien compter aussi le coût de l'énergie, hein, puisqu'aujourd'hui, en fait, le coût du kilomètre d'une voiture électrique est pratiquement 3 fois plus faible que celui d'une voiture thermique. Et sachant qu'il n'y a pas de vidange non plus, il n'y a pas d'entretien non plus. La Donc maintenance est faible. c'est-à-dire le coût le coût d'achat, je pense, va converger dans les 5-6 ans qui viennent pour être homogène, mais le coût d'usage sera plus faible. D'accord. Je vois qu'il y a Une question dans le chat, c'est ça? une remarque dans le chat. Est-ce que la personne peut reposer sa question pour tout le monde? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis du Québec. Je suis pour le Conseil régional de l'environnement au Québec, qui est une ONG en environnement. Oui. Chez nous, la vente des véhicules électriques allait plutôt bien jusqu'à l'année dernière, mais c'est un ralentissement parce qu'il y a une crise dans la production de la batterie. Et je me demandais si vous croyez que ce n'est qu'une crise passagère ou si ça risque de durer moyen long terme, mais si ça pourrait freiner ce développement dont vous parlez. Alors, dans les technologies lithium-ion, il y en a qui sont consommatrices de ressources qui ne sont pas très répandues. Donc, celles qui sont les plus diffusées aujourd'hui, c'est donc nickel, manganèse, cobalt. Et là, on sait que le nickel, les ressources sont les ressources connues, peuvent être un limitant. Le cobalt, alors là, il y a aussi la façon de l'extraire qui a été vraiment éthiquement totalement inadmissible pendant quelques années. Là, je crois que c'est en train de se régler. Alors, il y a d'autres formes de batteries lithium-ion, c'est le fer-phosphate. Donc, tu as du fer et du phosphate, il y en a pour des siècles et des siècles. Donc, les performances sont moins bonnes. Ce que je pense, c'est qu'on va avoir déjà, alors, la première chose, c'est il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'organiser pour faire la course à l'armement sur la taille des batteries. C'est la première chose. La deuxième, donc le cobalt, de plus en plus, on sait faire avec moins de cobalt. Hein, ça va être un moyen de ne pas être piégé. Et puis, si un jour, ces ressources-là sont trop rares, on pourra basculer sur d'autres formes qui sont moins performantes aujourd'hui, mais qui peuvent trouver leur place. Le recyclage va aussi commencer à apporter quelque chose, mais évidemment avec un gros décalage. Hein. Les premières batteries recyclées, c'est plutôt à partir de 2030. Et ça ne fera toujours qu'une proportion du total. Je ne sais pas si j'ai été clair. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Sinon, j'ai une question marketing, donc peut-être forcément plus difficile parce qu'il y a des enjeux nombreux dans le marketing. Nous avions hier à Charade une très très belle exposition de véhicules électriques. Tous les constructeurs étaient là, donc c'est le Charade Electric Festival. Et bien évidemment, la Spring recevait pas mal de visites. Nous sommes en Auvergne, voilà, un territoire rural. J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ta perception du véhicule électrique en milieu rural, premier élément. Et deuxième élément, la Spring est aujourd'hui équipée d'une batterie de 20-22 kWh, comme celle de la Zoé initiale. Au fond, pourquoi est-ce qu'on ne l'offre pas en 50 kWh aussi? Voilà, deux éléments. OK. Alors là, donc sur la première réponse, ça c'est bien que tu me poses cette question. Quand on a lancé la Zoé avec Patrick Pelata, donc on avait pas mal échangé tous les deux à ce moment-là. Et tous les deux, on avait assimilé la voiture électrique à une voiture urbaine. Et puis, en discutant tous les deux, on a fait ce constat, c'est que
Bon, urbain, oui, mais quelqu'un qui habite au 12e étage d'un immeuble, qui éventuellement a un box au 6e sous-sol, bon, c'est pas idéal pour charger sa voiture, tandis que quelqu'un qui habite à la campagne a généralement une maison, un garage et une prise, donc il est facile de se recharger. Et alors là aussi, il y a pas mal de gens qui habitent la campagne. Les personnes âgées, par exemple, ne font pas des grandes distances tous les jours. Et une voiture électrique est très exactement le bon objet pour ces personnes-là, puisqu'ils ont la station-service à la maison et ils feront peut-être 50, 100 km dans la journée, mais ils ne feront jamais 600 km. Donc, on a considéré qu'il fallait plutôt dire que la voiture électrique est une voiture de commuteur, donc de personnes qui font des petits trajets, plutôt qu'une voiture urbaine. Et donc, la Spring, alors effectivement, elle est vraiment faite pour le commuting. Elle n'est pas du tout faite pour faire des grandes distances. Donc après, dans l'architecture de la voiture, là aussi, on a fait une voiture qui est légère. Hein, c'est une voiture électrique, mais je ne suis pas sûr du chiffre exact. Oui, parce qu'elle fait 900 kg. Hein. Ah, 900 kg. Ouais. Donc c'est sûr que si on veut lui mettre 50 kWh, il faudra passer on doit avoir, je pense, à peu près 100 kg de batterie. Il faudra en rajouter 150. Et l'architecture n'a pas été conçue pour ça. Donc après, on peut le faire, mais on va limiter la charge utile. D'accord. Et donc, c'est là où le Hippie Thunder retrouve aussi son voilà. intérêt. Ou ce qui va se passer aussi, la courbe d'apprentissage des batteries va continuer à progresser. Donc, les 22 kWh vont sans doute devenir 30. Oui. Mais 52, là, je ne pense pas. D'accord. Très bien. N'hésitez pas, il nous reste encore 1 minute possible pour une dernière question. Oui, Franck Sarru, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Franck Sarru, merci pour la présentation. Société Mersenne à Lyon. J'avais une question. Je connais bien Mersenne pour le programme électronique de puissance. Merci. J'avais une question sur, effectivement, vous avez très bien expliqué, il va y avoir une mutation des constructeurs automobiles dans le domaine de l'électronique de puissance, donc de la mécanique, on va dire, au sens large dans l'électronique de puissance. On a vu sur tout ce qui s'est passé depuis des années avec Toyota, je dirais, qui ont été précurseurs dans certains domaines, notamment l'hybridation. On a vu qu'en parallèle, ils ont mené, je dirais, en parallèle leur autonomie en termes de composants. Je pense aux composants d'électronique de puissance, JBT et bien d'autres. Et ma question est, est-ce qu'on ne va pas avoir ce phénomène de dépendance? On l'a déjà sur les puces électroniques, on le voit malheureusement avec ce qui se passe en ce moment. Mais quand on monte en puissance, donc les puces deviennent de l'électronique de puissance, des composants de puissance. Est-ce qu'il y a des programmes ou il y a des choses qui vont se faire au niveau de l'Europe pour ne pas avoir cette dépendance? Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, et comme vous l'avez montré dans vos slides, on va avoir un besoin en composants de puissance énorme pour alimenter ce marché. Alors oui, il se trouve qu'on y a pensé et que jusqu'à la fin septembre, je dirigeais un programme national sur l'électronique de puissance. D'ailleurs, votre société en fait partie. Alors, on a quelques atouts. Tout le monde ne sait pas ça, mais Tesla se fournit exclusivement chez ST Microelectronics pour le carbure de silicium, donc pour ses onduleurs. Donc, ces composants-là, ils ne sont pas chinois, ils sont français, enfin franco-italiens, puisque ST est franco-italien. Et on a développé donc tout ce programme national de la profession automobile et de l'industrie électronique. Il y a un fonds européen qui s'appelle l'IPCEI, qui va également être exploité par 3 acteurs français, donc par ordre alphabétique Renault, ST et Valeo. Et donc, qui emmènent avec eux des partenaires. Votre société peut d'ailleurs en faire partie, je pense. Donc oui, il y a vraiment une prise de conscience de l'importance stratégique de localiser une industrie dans ce domaine-là. Et il se trouve qu'on a pas mal d'atouts. Je n'ai pas cité Soitec aussi, qui est un acteur qui fait les substrats qui servent ensuite à faire des puces. Donc oui, c'est un élément important. Et la France et l'Europe disposent d'atouts
Encore faut-il maintenant vraiment les encourager. Je pense que la bataille elle va se gagner dans les 2-3 ans qui viennent. Si on fait ce qui est recommandé, on aura notre souveraineté. Si par contre on procrastine, là, on risque effectivement de se faire doubler. Et ton message, merci. Et ton Merci. message, Rémi, est très clair. On ne perd pas de temps, on attaque tout de suite, et c'est bien l'esprit qui nous anime.